Attention. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer un challenge de lecture pour Noël. Mais je m'en fous de ça. Pourquoi tu transportes autant de livres? Ils vont tomber et s'habiller. Ah! Bah, ils sont passés où? Je t'ai tout simplement évité de te faire écharper par mes soins pour avoir abîmé des livres. Oui, bah c'est exactement là où je voulais les mettre, je t'ai manipulé pour que tu interviennes. Tu es, mais tellement crédible quand tu dis ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On est sur une vidéo de challenge de Noël, il va y avoir que de la romance. C'est pas ta cam, tu vas t'ennuyer ferme, tu le sais ça. Oui, tiens, c'est vrai ça. Aucune raison de rester et en plus je vais pouvoir profiter de toutes les fantaisies que vous avez délaissées. Allez, ciao! Yes, une de moins. C'est enfin mon heure! Un enchaînement de romances de Noël, le rêve! Je flotte sur un petit nuage! Oh mais attends, t'as bien dit challenge? On va pas lire Cosy Tranquille alors? Et non, nous allons lire tous ces livres de Noël pendant les fêtes. C'est-à-dire 2 mois, soit 61 jours. Et pas question d'en manquer un seul. Mais, t'as vu la montagne? On ne va jamais pouvoir lire tout ça en 2 mois. C'est pour ça que ça s'appelle un challenge, ma belle. Je ne voudrais pas qu'on s'endorme par manque d'action. Ça pimenterait un peu la lecture. Respire, allez, ça va aller. Regarde, j'ai préparé une chaussette avec des petits papiers pour tirer les livres au sort. Tu veux choisir le premier? D'accord. Tiens. Alors... Ah, tu m'en as donné 2. Bah tu m'en as donné 2, j'en remets un dedans. Hop. Ce sera le 14. Alors, lequel c'est? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, d'accord. C'est un de ceux que j'avais déjà lu et de mémoire, je l'avais pas trop aimé que ça. Donc on va voir si à la relecture, c'est meilleur. Ben, c'est parti. Bon, 5 jours pour lire un livre aussi petit, ça va pas du tout. Je suis déjà en retard. Me connaissant, je vais tout lire sur les 2 dernières semaines à ce rythme. Comment ça se fait que t'aies mis autant de temps? Il fait tout juste 200 pages, c'était l'affaire de 2 heures max pour toi, normalement. Oui, mais ce livre était une purge à lire. Aïe, à ce point? T'imagines même pas. Et pourtant, un des avantages d'avoir un TDAH, c'est que, à moins qu'un livre m'ait marqué au fer rouge, je m'en souviens peu, voire pas du tout. Pour celui-là, j'avais juste le vague souvenir que je n'avais pas aimé et c'est tout. Et maintenant, je me souviens pourquoi. Donc, j'étais partie pour le relire avec un œil neuf, pas de préjugés ni rien. Et au final, j'ai réagi exactement de la même manière. Début du livre, oh, ça pourrait être pas mal comme intrigue. Puis ensuite, what the fuck, mais c'est quoi toutes ces incohérences? Et à la fin, non mais ça finit comme ça? D'habitude, c'est à moi de noter ce genre d'éléments, non? Oui, mais laisse-moi rager, je suis frustrée! Il y avait tant d'incohérences que ça? À toi de me dire, quand tu es mardi soir, que quelque chose doit se passer vendredi, mercredi, la journée se passe normalement, mais le soir finit de manière chaotique. Le perso annonce au chapitre suivant, il m'a fallu la soirée pour me calmer. Ok, donc on est jeudi, right? Ensuite, elle ajoute, j'ai décidé de me rendre à cet événement il y a seulement quelques minutes. Attends, mais il n'était pas prévu vendredi ce truc? Ou alors t'as l'autre personnage qui est au bord d'un lac gelé au milieu de nulle part. Elle allume un feu pour réchauffer les personnages présents dans la scène. Ça, d'accord. Mais pourquoi on parle d'un âtre après? L'âtre, c'est le creux de la cheminée où on met les bûches pour allumer le feu. Donc à moins qu'il y ait une cheminée construite toute seule au milieu de nulle part, il y a un bug quelque part. Et puis même si c'était comme ça, il aurait fallu préciser la présence de la cheminée. Et c'est comme ça tout au long du livre, ça m'énerve, il n'y a pas moyen de se laisser porter par la lecture. On est censé se couper parce qu'on doit essayer de comprendre la logique dans toutes ces incohérences et essayer de reconstruire l'histoire correctement. Je veux bien que les corrections ça soit fastidieux, qu'il puisse rester des coquilles, etc. En plus, je sais qu'à cette époque, les autrices sortaient un nombre conséquent de livres par an. Vraiment conséquent. Et je comprends, pour en vivre quand on s'appelle pas Marc Lévy, il faut augmenter la quantité de bouquins sortis. Mais bon sang, jamais au détriment de la qualité. Tous ces problèmes auraient dû disparaître aux corrections. Que ce soit l'histoire de l'âtre au milieu de nulle part, alors qu'on aurait pu dire, je sais pas, un feu de camp, un foyer, peu importe. La shérif qui va prendre une douche, et puis quand elle va se coucher, elle enlève son uniforme, et du coup ça veut dire que t'as remis ton uniforme après ta douche, t'as passé ta soirée tranquille en uniforme. Tout ça, ça aurait pu être corrigé. Ça, c'est pas pardonnable, je suis désolée. En plus, ce livre, il aurait pu être génial. Il aborde des thèmes sombres, le deuil, l'addiction, les traumas, la guérison et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, comme tu disais, il fait que 200 pages. 209 pour être exact. Et c'est un des livres les plus courts
quasi écrits. Il suffit de voir leurs autres romances de Noël. Allez, ce serait quoi l'autre plus petit? Celui-là? Il fait combien de pages celui-là? 230. Donc voilà. Et celui-là, il fait 250. Donc oui, non, c'est un des livres les plus courts qu'elles aient écrits. C'est leur romance de Noël la plus courte. Et pour moi, tout ce qu'il en sort, c'est que l'histoire, elle a été bâclée et que le potentiel a été gâché. Et c'est tellement dommage. Punaise, tu vas un peu fort là, non? C'est la première fois que je te vois descendre un livre comme ça. Ah, parce que tu trouves que conclure par il aurait pu être génial mais potentiel gâché, c'est méchant? Non mais, même moi je te trouve particulièrement acerbe présentement. Non mais vous me connaissez vraiment ou bien... J'ai pas de demi-mesure. Et quand je n'aime pas un livre, je m'en cache pas. Ici, mon avis est à la limite du positif. Même si oui, tous ces éléments m'énervent, et clairement c'est leur pire romance de Noël, elles ont publié pas loin d'une centaine de romans, j'ai perdu le compte. Et je conseille vivement d'essayer d'autres de leurs œuvres qui sont beaucoup moins frustrantes. Et c'est parce que je sais qu'elles ont d'autres livres super que je continue à les acheter. Bah, pourquoi t'as ajouté celui-là à la liste si tu savais que tu n'allais pas l'aimer? Bah... En fait, j'avais un peu oublié tout ça. Pour moi, après ma première lecture, elle date d'il y a un moment. Quand c'est qu'il est sorti celui-là? 2022? Oui, donc 2022, ça fait 3 ans. Et je me souvenais plus vraiment. Pour moi, il restait juste un vague sentiment négatif, mais c'était léger. Et je pensais que ça irait. Puis bon, j'aimais bien l'idée d'avoir 24 livres pour mon challenge de Noël et j'en avais pas d'autres. Ok, bon, trêve de négativité. Passe au livre suivant, ça te changera les idées. Ouais, t'as raison. Je vais ranger celui-là et en prendre un autre. Ah, par contre... Je vais les tirer au sort par lot de 4. Faut que je puisse les enchaîner sans avoir à les tirer au sort un par un, sinon je ne m'en sortirai jamais. Bon, comme je n'ai déjà tiré un cette fois, je vais piocher 3 petits papiers, et la prochaine fois j'en prendrai 4. Alors, le premier... Le 24. Facile, ça sera le dernier. Ensuite, le deuxième... Le 8. Et le dernier... Le 7. Ah bah. 7, 8 et 24. L'ordre de lecture, ce sera 24, 8 et 7. Donc pour le 24, nous aurons Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. C'est une autrice spécialisée justement en romance. Et elle a écrit un paquet de romances de Noël. Alors celui-là, techniquement, c'est le 4e d'une saga. Je n'allais pas rajouter les 4 en plus dans le challenge, alors que c'était pas des livres de Noël. J'ai vérifié, bon, a priori, il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les premiers pour comprendre celui-là. J'ai lu le 1, comme ça je comprends à peu près où se passe l'intrigue, ça ira. Et on sera sur une bonne petite romance de Noël digne d'un téléfilm pour notre prochaine lecture. Ensuite, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah. Souvenir de Jade, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est ma première romance lesbienne, un de mes romans préférés d'auteur français. Techniquement, c'est pas vraiment une romance de Noël, mais il y a tout un passage énorme qui se passe, je crois qu'on a presque un quart ou un tiers du livre qui se passe à Noël, donc pour moi, je le considère comme une romance de Noël, sachant qu'en plus, la plupart des développements se font à cette période-là. Et en plus, je vais pouvoir le comparer, puisque ce sera ma deuxième romance lesbienne, avec du coup la première qui était Sous les flocons d'Olifol. On va pouvoir comparer les qualités d'écriture, vous allez voir, c'est pas la même. Et ensuite, le 7e, et bah du coup, c'est forcément celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Alors, ça va être mon premier de cette maison d'édition, le 25 Faubourg des Étoiles. La maison d'édition Twinkle Edition est une maison d'édition spécialisée notamment dans les romans à thème. Là, on peut voir, j'en ai déjà 6 de Noël. J'en ai 2 ou 3 d'automne, d'Halloween. Ils en sortent tous les 2 mois à peu près des nouveaux. Il y en a aussi sur le thème des pirates, des choses comme ça. Et malheureusement, on a participé à pas mal de leur financement participatif, mais je n'en ai pas lu un seul encore. Donc ce sera mon premier. Et je pourrai juger de la qualité d'écriture et de tout ça. Et ce qui est chouette, c'est que l'entièreté des livres sont dédicacés. Bienvenue au Faubourg des Étoiles et belle lecture sous les toits de Paris. Féeriquement, Laetitia. Bah c'est parti, au moins j'ai 3 livres à lire et ils sont relativement longs, c'est bien, comme ça il va me rester quelques livres assez courts pour les derniers jours quand ça sera le rush. C'est parti pour la lecture. Ça y est, 4e livre enfin fini. Et doucement en le manipulant. Tu te rends compte qu'il t'a fallu un tiers du temps que tu t'étais alloué pour lire 1/6 des livres de ta liste? Oui, c'est bon, je sais, pas besoin d'être mesquine, je vais passer la seconde. Je peux faire mes avis maintenant? Fais donc, je ne voudrais pas que tu m'accuses en plus d'obstruction à la littérature. Commençons par le numéro 24, Un Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. C'est le 3e ou 4e livre que je lis d'elle, je me souviens plus exactement, il y avait le Cupcake Café, la librairie des jours heureux, je sais plus exactement, j'en ai lu quelques-uns.
et j'ai l'impression que son pattern de départ, pattern, schéma ou trame commune si vous préférez, c'est l'héroïne principale qui est virée de son travail et effectue une reconversion volontaire ou non, et en ressort plus épanouie. Ici, notre héroïne, Carmen, perd son job de vendeuse dans un grand magasin, et après quelques mois de chômage se retrouve piégée par sa mère et sa sœur avec laquelle elle ne s'entend pas du tout au passage. Elle a 2 mois pour sauver une librairie qui ne fait aucun chiffre d'affaires. Comme elle se situe à Édimbourg où vit sa sœur, celle-ci la loge le temps de son contrat. Et bien évidemment, l'ambiance est tendue. Surtout avec la nounou que je trouve particulièrement insupportable. Le genre yoga, galette de riz et diabolisant le chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Mais comment peut-on faire ça à du chocolat? Je pense que c'était interdit de s'amuser avec elle. En plus, bon, quand tu vois la façon dont elle traitait les enfants, ce sont des enfants quoi, ils ont besoin de détente et de plaisir. Bref, où en étais-je? Ah oui, la cohabitation tendue, la mission impossible et le changement d'environnement. Petit aparté, point bonus pour les descriptions de l'autrice de la ville. C'était fort agréable à lire et facile à visualiser. Nous sommes dans une romance de Noël, donc évidemment le love interest arrive, la relation évolue, ils se séparent un peu avant la fin, puis se retrouvent. Classique, ça fait partie des codes du genre. Pas de scène de préparation de biscuits avec de la farine partout par contre. Globalement, c'était très sympa à lire, ça parlait de livres, comme j'aime les livres. En même temps, ça parle d'une charmante librairie. De quoi ça allait parler d'autre? J'aime ça, donc j'étais contente. J'ai même rigolé par moments, donc c'est parfait. S'il y a une chose que je retiendrai en dehors de la nounou super stricte, c'est une phrase d'un personnage lors d'une discussion avec l'héroïne sur le bonheur. Pour lui, le bonheur, c'est, et je cite, « une conséquence indirecte de l'utilité ». Si tu te comportes bien et que c'est utile, ça te rend heureux. Si tu travailles toute l'année et que tu pars une semaine en vacances pour te reposer, c'est nécessaire et utile, donc heureux. Mais si tu gagnes assez d'argent pour partir en vacances toute l'année sans aucun effort, ça n'a plus vraiment de sens, donc pas heureux. Sur la théorie, je comprends son point de vue. Après, pour moi, tu peux être riche et apprécier chacun de tes voyages. Bien sûr, si c'est pour lézarder au bord d'une piscine à chaque fois, ça devient vite lassant. Ça, pas de problème là-dessus. Mais si tu voyages pour découvrir la culture des autres pays et qu'à chaque fois t'es émerveillé, pour moi, je pense que tu peux être heureux même en voyageant toute l'année. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a amené à réfléchir à ma propre réponse à la question « le bonheur, c'est quoi ?» On n'est pas ici pour écouter une disserte de philo. Je vais tâcher de faire concis alors. Pour moi, le bonheur, ce serait que sur une moyenne journalière, tu ressentes plus d'émotions agréables que d'émotions désagréables. Attention, je ne dis pas que certaines émotions sont mauvaises. C'est normal d'être en colère ou triste parfois. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et toutes les émotions sont nécessaires, merci vice versa pour la leçon. Mais on est d'accord que c'est plus agréable de passer une journée dans le calme, la joie et la sérénité que la colère, la tristesse et l'angoisse. Et au global, si la colère, l'anxiété, etc. sont occasionnelles et que ce sont les émotions positives qui dominent, pour moi on se rapproche du bonheur. Ce qui veut dire notamment un travail qui ne cause pas de stress, ou en tout cas de stress excessif et quotidien. Normal d'avoir un peu de pression dans son travail de temps en temps. Sinon, évidemment, c'est le stress du travail qui prime dans la balance, et du mauvais côté, bien évidemment. Des relations saines dans son entourage, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Et pour finir, de l'argent. Attendez que je m'explique avant de me clouer au pilori, d'accord? Oui, je sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Et je tiens à préciser, pour moi, l'argent en lui-même ne fait pas le bonheur. Stocker de l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Ça, d'accord. Mais ne pas en avoir cause énormément d'émotions négatives. N'allez pas me dire que si vous devez vous inquiéter tous les jours de savoir si vous pourrez manger ou payer votre facture de chauffage, vous êtes heureuse. Alors oui, la famille, les petits joies du quotidien, ça peut contrebalancer, mais le stress lié au manque d'argent impacte, à mon sens en tout cas, beaucoup trop pour dire qu'on est heureux sans argent. Quand je dis argent, bien sûr, je ne parle pas des milliardaires qui en ont tellement que ça devient ridicule, ils ne pourront jamais dépenser ça dans leur vie, ça, bien sûr. Mais d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir à angoisser à ce sujet, ne plus compter chaque centime. En plus, avec assez d'argent, on peut aussi financer ses loisirs, ce qui procure des moments heureux, de la joie, ce qui fait pencher la balance du côté positif. C'est bon? J'ai évité le lynchage public? Parfait, donc je passe au livre suivant. Le numéro 8, Souvenirs de Jade d'Isabelle Rousseau. Alors, je sais, ce n'est pas une romance de Noël à proprement parler, même sur la couverture, pas vraiment Noël. Mais regardez, la période des fêtes commence à la page 110, le nouvel an finit à la page 232, et l'hiver lui-même à la page 291. Ça fait tout ça qui se passe pendant les fêtes sur le livre. Donc on est quand même sur un livre qui se passe majoritairement pendant les fêtes, vous n'êtes pas d'accord?
Oui, c'est vrai. En plus, il respecte la plupart des codes de la romance de Noël. La neige, les illuminations, on a même tout un passage au marché de Noël. J'ai déjà fait une vidéo sur ce livre, donc je vais essayer de faire court. Déjà, ça me frustre encore plus pour Sous les flocons d'Ali Folk. Parce que les thèmes évoqués sont sensiblement les mêmes. On a le deuil, l'accident, les traumas. Sauf qu'ici, on voit une évolution des personnages tout au long du livre et une vraie évolution. D'ailleurs, chaque personnage, même les secondaires, je parle pas des tertiaires qui font une ou deux apparitions, mais des personnages qu'on voit assez régulièrement, ont leur propre intrigue et ne sont pas là pour faire avancer uniquement celle des personnages principaux. Souvenir de Jade est facilement 2 fois plus gros que Sous les flocons d'Ali Folk. On peut voir déjà la différence de taille ici et la différence d'épaisseur. Et on sent qu'il est plus travaillé. Et rien que le vocabulaire. À l'époque, je me souviens être allée chercher la définition de mots comme turpitude ou humour pince sans rire. Maintenant, à chaque fois que je relis le livre et que je tombe sur la page où il apparaît pour la première fois, je me souviens de ce moment où je suis allée chercher mon dictionnaire. Oui, à l'époque, on n'avait pas encore internet réparti partout, les smartphones et tout ça. Je suis vieille. Chut. L'avantage d'un livre comparé à une histoire orale, c'est justement de pouvoir jouer avec les mots. Les phrases, le rythme. On a le temps pour retravailler ça comparé à l'immédiateté de l'oral. Suffit de lire la première phrase de celui-là, écoutez, c'est l'été, il fait beau, elle va mourir. C'est court, rythmé, on sent l'urgence et le danger. 3 propositions de presque 3 mots chacune. C'en est presque symétrique, je trouve ça magnifique. Il y a aussi l'alternance de scènes pendant les fêtes avec Axel au cimetière et Léane avec la mère d'Axel en train de regarder des vieilles photos. C'est si bien écrit qu'on pourrait presque le réaliser au cinéma avec les 2 écrans côte à côte séparés à la verticale et les scènes qui se déroulent en même temps. Alors évidemment, ne nous transformons pas tous en Flaubert qui passait des journées entières dans son gueuloir pour écrire la moindre phrase parce que chaque mot, chaque intonation, chaque phrase devait être parfaite. Mais de temps en temps, lire un livre qui a été retravaillé et dont la formulation a été réfléchie, c'est de la joie en perfusion. Par contre, ce n'est pas parce que j'adore ce livre que je vais lui faire des cadeaux. Je ne l'avais pas lu depuis plusieurs années, donc je l'ai un peu redécouvert avec un œil neuf. Et j'ai noté quelques incohérences. Oui. Bon, déjà, il y avait des erreurs d'impression, des passages à la ligne, en milieu de phrase. Bon. C'était des erreurs d'impression, je sais que ça a été corrigé avec la nouvelle édition, ça, passons. Ensuite, nous avons une scène où Axel demande à Léane de la rejoindre à la gare après-demain. Et dans le train, Léane repense à cette scène en mentionnant la veille. Pas l'avant-veille du coup, mais bien la veille. Pour moi, ici, c'est plus une inattention d'avoir écrit la veille plutôt que l'avant-veille, ou alors elle a écrit après-demain au lieu de demain. C'est plus une erreur d'inattention qu'une vraie incohérence chronologique. Et c'est un problème de chronologie sur un événement déjà passé. C'est pas comme avec Ali Folk où le problème chronologique était sur un événement futur, et où il manque toute une journée dans l'histoire. Dernier point, peut-être celui qui m'a le plus fait tiquer. Lors d'un voyage en Espagne pour le Nouvel An, on a Léane qui connaît la tradition du piment. Je vais éviter de trop en dire pour pas spoiler. Mais par contre, elle connaît pas la tradition des 12 grains de raisin pour les 12 coups de minuit. La deuxième tradition est pourtant bien plus connue que la première, qui d'ailleurs me fait un peu penser au jour d'Innocente en Amérique latine, mais là on est en Espagne. Mais au niveau des dates, ça concorde un petit peu, donc ça m'y fait penser. Et donc Léane, elle connaît pas la tradition des 12 grains de raisin, qui est quand même très connue partout dans le monde, mais elle connaît la tradition du piment. J'ai trouvé ça bizarre. Et à côté de ça, on a Agathe qui, elle, connaît la tradition des 12 grains de raisin, donc ça, connu mondialement comme je disais, et pas la tradition du piment. Je sais pas, c'est... Pourquoi une fois c'est une qui connaît et pas l'autre, et après c'est l'inverse? Ça m'a fait bugger. C'était pas logique du tout pour moi. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus et conclure par... Rien que pour le plot twist, vous devriez donner une chance à ce livre. Passons maintenant au dernier de ce tirage. Le numéro 7, 25 Faubourg des Étoiles de Laetitia Arnaud. Pour le coup, j'aurais plus de choses à dire sur le autour du livre que sur l'histoire en elle-même. Il couine un peu, je crois que lire des éditions collector, c'est pas pratique pour les reliures quand même. C'est une romance de Noël, tout ce qu'il y a de plus classique, ambiance cosy, les fêtes, la neige, bref. Des descriptions de Paris beaucoup plus belles que ce qu'on pourrait avoir dans la réalité. Ça, j'ai l'impression que c'est très idéalisé dans la littérature quand même. On y suit l'histoire d'Avril, une jeune femme vivant à la base dans le Périgord, qui hérite de sa grand-tante d'un appartement et d'une boutique en plein centre de Paris, autour de Montmartre du coup si j'ai bien compris. Et elle décide d'y emménager et de rouvrir la boutique où elle y vend notamment des bougies parfumées de sa création. Bougies dont les parfums ont l'air de sentir très très bon, mais que je ne pourrais jamais sentir parce que même si elles existaient dans la vraie vie, d'ailleurs je crois qu'ils en ont fait quelques-unes, les odeurs des bougies parfumées ça me donne très souvent mal à la tête parce que je suis sensible aux odeurs. On suit ici tous les genres du code de la romance de Noël, le love interest, les péripéties autour de la boutique et du rêve de l'héroïne. Ici encore par contre, pas de scène de pâtisserie avec de la farine partout. Est-ce que ce serait au final une scène exclusive au téléfilm de Noël ?
Point un petit peu drôle tout de même, à un moment, Avril regarde avec son amie Violette un de ses fameux téléfilms de Noël et demande pourquoi tout finit toujours bien dans ces films. Et l'ironie de la situation ne m'a pas échappé étant donné qu'elle a vécu exactement la même chose. Le vocabulaire est relativement recherché, bien que plus simple que dans Souvenir de Jade quand même. Et je le constate tout à fait, on ne lit pas une romance de Noël pour se donner la migraine. Oh, par contre, l'amie Violette, là, elle est québécoise. Et quand elle perd son sang-froid, c'est assez comique à lire, mais aussi à essayer de traduire. Heureusement, l'autrice ne nous a pas laissé dans la mélasse et la plupart du temps nous explique et traduit les expressions de la québécoise. Et heureusement, parce que sinon, bonjour la migraine. Du coup, très bonne lecture, très agréable. C'est un livre qui est sorti chez Twinkle Edition, est-ce qu'on le voit ici? Ici là, donc Twinkle Edition. C'est une maison d'édition qui fonctionne uniquement sur financement participatif, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de prévente sur le livre, celui-ci ne sort pas. Ce que je trouve très bien, cela évite les surcoûts importants et limite les risques d'imprimer un livre qui ne se vendra pas et finira au pilon. J'ai participé à pratiquement toute leur campagne, d'ailleurs on peut le voir, j'en ai donc 6 ici, plus encore 8 là-bas derrière. Ils sont sur Ulule et sortent environ 4 ou 5 livres par an, donc je vous invite vivement à aller passer sur leur page. Et ça soutient les auteurs français et en plus ils font un travail remarquable. Déjà regardez, la couverture est magnifique. Et si on regarde la dorure ici, ça a à peine commencé à se ternir, alors que j'ai tendance à avoir les mains très moites. Je ne sais pas quel agent fixateur ils utilisent pour l'encre, mais c'est on ne peut plus efficace. Tenez, pour comparer, les livres de Twinkle sont une trentaine d'euros. C'est le prix que j'ai payé aussi pour Onyx Storm. Et voyez comment il s'est effacé après un tiers de lecture seulement. Et à l'arrière aussi. Quand j'ai vu que ça s'effaçait partout, j'ai plus osé le toucher, c'était très comique. Non, c'est pas vrai. C'était très chiant pour le lire et le toucher sans toucher à l'encre. Alors qu'ici, du coup, pas de problème. C'est pas normal qu'une petite maison avec peu de moyens puisse faire mieux qu'une très grande maison d'édition. Je trouve ça honteux. Alors oui, d'accord, Onyx Storm, ils ont aussi un jaspage et une jaquette, mais tu payes un livre assez cher quand même, parce que 30 € pour un livre, c'est pas donné. C'est un livre d'une très grande maison d'édition, donc qui, je n'en doute pas, font quand même pas mal de bénéfices. Pour avoir cette qualité-là, ma théorie, c'est qu'ils ont pris une encre de moins bonne qualité pour économiser sur les coûts, et que du coup, l'encre s'est effacée, et ça n'avait pas fait ça pour Force Swing, donc ils ont dû changer l'encre en cours de route pour économiser. Et malheureusement, ça a entaché leur réputation pour moi. Un bon point pour Twinkle et sa qualité, du coup. T'aurais pas un peu digressé, là, par hasard? Ah oui, hop, retour sur le sujet. Autre point que j'ai trouvé intéressant, la maison d'édition et l'autrice ont précisé au début du livre qu'elle utilisait le « et » euphonique comme le livre était écrit à la première personne du présent. D'ailleurs, je découvre aujourd'hui que ça s'appelle comme ça. À l'époque, j'avais lu Hunger Games et j'avais bugué très fort sur les ajoutages, etc. Qui pour moi n'étaient pas grammaticalement corrects du tout. Mais en même temps, le point de vue première personne du présent est relativement récent dans la littérature. Comparé au synchro-sein imparfait troisième personne du singulier, et comment écrire sans ce fameux « et » ajoute-je? C'est imprononçable. Avec le recul, bon, ça tique toujours les yeux, mais c'est un choix compréhensible. Elle précise aussi que la topographie de Paris a été modifiée pour la compréhension de l'histoire, alors personnellement, j'ai mais alors vraiment très peu vagabondé dans la ville, donc je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Si des Parisiens ou des Parisiennes lisent ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été modifié. La seule chose que j'ai reconnue, c'est qu'elle a parlé des abbesses et que j'ai pris sa station de métro il y a quelques mois, et elle m'a marquée. Je dirais même traumatisée. Et traumatisé par quoi? Évidemment par l'escalier sans fin du métro. Chaque fois que tu finissais une volée de 25 marches, tu te disais ça y est, j'arrive enfin au bout, et il y en avait une nouvelle. C'était désespérant. Pour conclure, même si j'ai acheté pratiquement tous les livres de la maison d'édition, étonnamment c'est le tout premier que je lis, même si ça fait plusieurs années que je les achète, ces livres. Je sais pas, j'avais peut-être une sorte d'appréhension sur l'histoire, j'avais plus l'habitude de livres un peu plus classiques comme ça, comparés. En ce moment, je suis beaucoup sur la fantasy ou sur les homoromances lesbiennes. C'est un oxymore, homoromance lesbienne. Homo-romance lesbienne, non mais qu'est-ce que je raconte moi? Sur les romances lesbiennes, voilà, c'est plus simple. Donc effectivement, je ne sais pas, peut-être que revenir sur des livres un peu comme ça me bloquait un peu. En tout cas, maintenant c'est passé. C'est passé, et j'ai très hâte de lire la prochaine. Hop, on le range. Et maintenant, place au tirage. Chacune un papier, vu que l'aventurière est absente et qu'on est 4 tout pile, ça vous va? Bah oui, on est 4, qui veux-tu qu'il y ait d'autres? Bah tiens, justement, 4. Alors, le 4.
1, 2, 3, 4. Et il a neigé sur le fjord. Ah bah voilà, encore un livre de Laetitia Arnoux. J'ai l'impression qu'elle en a écrit pas mal quand même. Donc de Noël, on a donc le Faubourg des Étoiles. Ah bah 2, 3, 4, 5. Et je crois qu'elle en a écrit d'autres dans les panneaux. Ok, donc on en aura 5 écrits par la même autrice. Pas de problème. Donc ça, j'imagine que c'est une histoire qui se passe dans le Nord. On voit sur la couverture, voilà. Encore le classique petit Shiba qu'on voit ici, et qui était aussi présent dans l'ancien Faubourg des Étoiles. C'est noté. Que c'est niais quand même. Le 15. De la bonne volonté, de la bonne humeur, s'il te plaît, ce sont les fêtes, madame. Alors, allez. Le 15, donc tu disais. 15. Ah bah. Un Noël inattendu de Sherilyn Nash et Lou Jazz. Ça va pas être la même histoire que pour Ali Folk. C'est un des premiers qu'elles ont fait et un de mes préférés. Ça fait un petit moment que je l'ai pas lu. Ça va être très cool de le relire. Tant que t'es soigneuse, moi je m'en fiche. Le 20. Ça te va? Oui, c'est bon, on a compris, on n'abîme pas tes précieux. Pas besoin de radoter, tu sais. Bon, ce troisième livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Maratti. Alors, je ne connais pas cette autrice. C'est un livre, je pense, que j'ai acheté l'an dernier quand il y a eu l'incendie et que je me suis retrouvée à vouloir lire plein de livres parce que je ne savais plus quoi faire de ma vie. Bah, ça va être une découverte. Mais bon, je table sur romance de Noël classique, cliché, 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 cliché. On verra bien. Alors, et à mon tour, on finit avec le mien. Le 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, et ben un deuxième de Sherilyn Nash et Lou Jazz. Au moins cette sélection ne devrait pas être trop longue à lire. Est-ce que je l'ai lu celui-là? Ah oui, je crois que oui. Je me souviens plus. Du coup, bah je vais redécouvrir. Quand c'est qu'il est sorti celui-là? 2022? Où est-ce qu'on voit l'année de sortie? Ici peut-être? Ah non, celui-là c'est celui de 2023. C'était Ali Folk de 2022, c'est bien ce que je me disais. Bon bah ça nous fait une bonne petite sélection quand même. Et j'espère que je lirai un peu plus vite que la sélection d'avant, parce que sinon je ne finirai jamais à la fin des 60 jours. On va mettre un petit coup de doute, mais a priori ceux-là, je devrais lire assez vite. Le poche, c'est vicieux, j'ai envie de me dire, il est assez petit, il va être facile à lire. Mais je sais pas trop, en vrai c'est quand même écrit tout petit. Et en vrai par contre, le premier, il est gros, mais il est écrit gros, donc ça devrait aller. Et ben c'est parti pour la lecture. On est le 30, c'est la fin du mois, et t'as lu que un tiers des livres de ta fichue liste. La, j'entends rien. Il reste 31 jours pour 16 livres. Hey, j'ai lu le dernier en même pas 3 heures. 3 heures réparties sur la semaine, ça fait quand même une semaine pour lire le livre. Hein. Non, c'était tout le même jour. Et puis d'abord, je vous zute, là. Je vais faire mes avis, puis c'est tout. Donc, on commence par le numéro 4, et il a neigé sur le fjord. De Laetitia Arnoux, pardon. On suit l'histoire de Léonore, une Française vivant à Limoges, embarquée malgré elle dans une aventure pour le Grand Nord. Et je ne parle pas du Nord-Pas-de-Calais, non non. J'y habite et il ne fait pas assez froid pour que ça soit appelé le Grand Nord. Elle doit se rendre en Finlande pour une mission au village du Père Noël le temps des fêtes. Mais son avion est détourné et elle atterrit d'urgence en Norvège. D'ailleurs, ça fait 2 fois que je lis un livre qui commence par un voyage en avion qui ne finit pas comme prévu et qui est classé comme romance ou cosy. Et c'est assez surprenant tout de même. Bref. À l'aéroport, elle va faire la rencontre de Sven, et suite à un quiproquo, de toute évidence, il y a plusieurs villages de Noël, elle se retrouve dans la ville de Sven, en Norvège, au lieu de la Finlande, et en plus de ça, bloquée dans une tempête. Elle apprend donc à faire connaissance avec le Norvégien et son petit Shiba Oslo, on peut le voir ici, là, Oslo. Très original comme nom d'ailleurs, étant donné que la capitale de la Norvège s'appelle Oslo. Et de fil en aiguille, bon bah voilà, c'est une romance. Ah. Pour ce qui est de mon avis, j'ai pas grand chose à dire en vrai. Je pense que j'ai préféré l'ambiance du Faubourg des Étoiles. Même si la Norvège c'était très intéressant aussi, hein, plein de traditions, de coutumes que je ne connaissais pas. Mais ouais, j'ai plus été emportée par la vibe et l'ambiance du Faubourg des Étoiles. En plus, le quiproquo qui amène à la séparation dans cette histoire est d'un cliché. Alors oui, la séparation juste avant la fin du livre, pour le climax, ça fait partie des codes de la romance, et encore plus de la romance de Noël, ça je ne le nie pas. Mais ce quiproquo là, oh là là.
Ouais, bon, c'était un peu trop cliché pour moi. Je l'expliquerai pas pour éviter de spoil, mais c'est... J'ai rien contre les clichés, mais celui-là, c'est du réchauffé. Et par contre, le vocabulaire est plus poussé ici. J'ai dû retourner voir la définition de Derechef, je ne suis même pas sûre de le prononcer correctement, car même si je vois à peu près dans quel contexte il s'utilise, j'avais un trou de mémoire monumental. Et petite infobombe, du coup, ça veut dire à peu près, une seconde fois, encore une fois, à nouveau. Il y avait beaucoup de vocabulaire sur l'ornithologie aussi. Et j'admets sans aucune honte que je n'avais jamais entendu le mot rémige avant d'avoir lu ce livre. Et du coup, le mot rémige fait référence aux plumes un peu plus rigides des ailes des oiseaux qui leur servent à voler. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à ajouter Ah oui, au début du livre, il y a une petite erreur de typo, un tiret de dialogue sur une phrase de narration. Et comme c'est écrit à la première personne, j'avais pas compris tout de suite que c'était pas un dialogue du coup, et ça faisait très bizarre dans la tête. Je me disais, mais pourquoi il dit ça Pourquoi Un peu dommage, mais bon, bah les coquilles, ça arrive, c'est ce que je pardonne le plus facilement, surtout sur de la typo et des tirets. Ah oui, et aussi, un moment, Léonore croise un renne au milieu de la route, et ça m'a fait penser à ma mère qui, arrivée en Finlande, a vécu la même chose. Petite preuve en photo ? Non, je vous ai zuté. Aujourd'hui, je parle toute seule. Et j'enchaîne sur le suivant. Numéro 15, Un Noël inattendu de Sherilyn Nash et Lou Jazz. Nous avons Tess qui débarque de Floride à Snowdenton. Avec un nom pareil, on sait pourquoi on signe. Donc elle débarque en Floride avec ses deux enfants, Dana et Léo. Ils ont perdu leur maison suite au décès de son mari, qui avait contracté des dettes, et ils décident de prendre un nouveau départ dans cette charmante petite ville, Snowdenton. Forcément, il y a de la neige ici. On retrouve ici tout ce qui fait une bonne romance de Noël, du cosy, des personnages bien plus qu'attachants, et les enfants au passage sont adorables, les habitants qui sont full bienveillants et qui soutiennent les nouveaux arrivants, et ce, même s'ils ne se connaissent pas. C'est un de mes livres préférés des filles et je n'ai rien d'autre à ajouter. Comment ? Pas de râlage sur les incohérences ? Pas de descente du livre ? Rien du tout ? Bah non, je ne vais pas inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Et il n'y en a pas un seul ici, que ce soit sur le fond ou la forme. En plus, la longueur pour une fois était pas mal. À la limite, si on veut chipoter un peu, mais vraiment pour chipoter, hein. Parfois on a 2 fois le même mot dans la même phrase. Par exemple, je cite un des chapitres. Tu peux aller voir au salon, et j'ai mis plein de livres sur la table du salon. Pourquoi répéter 2 fois salon ? Comme je dis, c'est du chipotage là. Hein. Ça sonne pas très bien, mais c'est pas un problème non plus tant que ça ne me gêne pas dans ma lecture quoi. Et puis je te signale que toi aussi t'es zuté, donc chut, et laisse-moi continuer. En 3e livre, on avait le numéro 20, 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Marazzi. On y découvre Mabel, dont le billet d'avion pour Hawaï a été annulé suite à l'éruption d'un volcan, et qui, pour ne pas avoir à se retrouver dans sa famille, préfère aller passer les fêtes chez son patron excentrique, et sa famille tout aussi excentrique. Et j'avais parié sur une ribambelle de clichés, et je n'avais pas tort. C'était sympa, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire au début, mais au final ça va. Avec la famille par contre, mais c'est d'un bordel. Même à la fin du livre, j'avais encore du mal avec qui était qui. Il y avait trop de monde. Mabel fait la blague à plusieurs reprises sur le fait de se faire envoyer un arbre généalogique par mail. J'aurais bien voulu personnellement qu'il y ait un arbre généalogique, oui. Mais les personnages avaient chacun leur personnalité bien marquée, ce qui donnait des scènes assez comiques quand même. En revanche, fait impardonnable pour moi, 2 incohérences chronologiques dans un livre qui a été traduit et qui vient d'une grande maison d'édition. Non, on pardonne pas, non. La première, ça se passe après un tournoi de frisbee. Le soir, ils font la fête chez eux, et le lendemain, ils vont fêter leur victoire dans un bar. Sauf que quand ils sont au bar, c'est écrit que le tournoi a eu lieu plus tôt dans l'après-midi. Bah non, il a eu lieu hier. Et un peu plus tard, à un moment, elle parle de leur retour à Londres qui doit avoir lieu le lendemain. Sauf que c'était pas du tout le lendemain, mais plusieurs jours plus tard qu'ils devaient rentrer à Londres. Donc pourquoi le lendemain ? On parle ici d'une grande maison d'édition, les éditions J'ai lu quand même, avec sûrement un bon petit paquet de monde pour tout relire. Et il y a une incohérence chronologique 2 fois ? Non, ça ne passe pas. Je ne sais pas si l'incohérence était dans le texte original et qu'elle a été traduite telle quelle, ou si c'est une erreur de traduction. Sur ce point, je préfère laisser le bénéfice du doute. Ça, je ne jetterai pas la faute à quelqu'un en particulier. Mais un minimum d'effort quand même. Et de manière générale, en dehors d'Ali Folk, dont je ne reparlerai pas, je dirais que c'est le livre que j'ai le moins apprécié jusqu'à présent, en termes de lecture.
Bon, petit point drôle, mais c'est ma faute. Un moment, c'était écrit « Avec Marie, on peut te présenter tout un tas de prétendants ». Et j'ai lu « Prédateur ». Mais pourquoi prédateur? Comme quoi, ne l'était-il pas tous un peu dans ce livre? Enfin bref, allez, next. Le dernier, le numéro 13. Le dernier vœu, encore des filles. Je me souvenais plus si je l'avais déjà lu, mais ça m'est revenu à la première page. On y fait la rencontre de Terry, vieille femme de 48 ans. 48? Non, 88 ans. Il manquait 40 ans. Qui adore jouer les vieilles femmes aigries. Et en vrai, moi aussi j'ai adoré, c'était trop bien fait. Elle s'endort sur son fauteuil, et elle se réveille à minuit par une entité. Elle pense que c'est un ange, mais moi je la vois plutôt comme un esprit de Noël. Et Terry va voir son dernier vœu être exaucé. D'où le dernier vœu. Elle va donc être renvoyée 60 ans en arrière, pour y réparer son plus grand regret. Là-bas, elle se retrouve coincée dans une boucle temporelle, cliché aussi un peu des histoires de Noël, les jours sans fin, etc. Et elle va rester coincée dans cette journée jusqu'à trouver la bonne réponse pour réparer ses bêtises. Une fois que c'est fait, elle reprend sa vie à 28 ans. Elle continue du coup la journée, en fait, elle sort de la boucle temporelle et enchaîne sur le jour suivant, mais toujours l'année de ses 28 ans. Tout ça comme si elle n'avait jamais eu 88 ans et que ce n'était qu'un rêve. Comme je disais, du coup, la boucle temporelle, c'est un des grands classiques des histoires de Noël et des téléfilms. Je trouve qu'ici, ça a été assez bien mené quand même. En livre, c'est pas forcément évident de faire répéter les scènes encore et encore et encore sans juste se contenter de faire un copier-coller des passages. C'était pas un bête copier-coller, donc c'est ce que je disais, donc bravo, bravo, bravo. Un peu court, du coup, c'est celui que je disais avoir lu en moins de 3 heures tout à l'heure. Mais bon, en même temps, il n'y avait pas besoin de faire traîner pour rien non plus. J'ai pas noté d'incohérence ni de problème de forme ici. À la limite, à la dernière page du chapitre 12, je me suis un peu embrouillée sur qui parlait et qui répondait. Il a fallu que je relise plusieurs fois la page. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu un changement de sujet en cours de conversation et ça m'a un peu perturbée. Mais ça m'arrive tout le temps et je fais ça tout le temps de passer du coq à l'âne, donc pas de jugement. Je me souviens qu'à ma première lecture, j'en avais... Oui, parce que du coup, c'est la deuxième fois que je le lis, celui-là, c'était une relecture. J'en avais parlé avec un ami, et on avait fait un parallèle entre cette histoire et l'histoire de Scrooge. Vous savez, le chant de Noël de Charles Dickens. Ici, ça serait une version un peu modifiée, puisque l'esprit de Noël passé, au lieu de faire revivre un souvenir, a directement renvoyé la personne là-bas pour faire corriger ses erreurs, et ainsi éviter aux esprits de Noël présents et futurs d'intervenir. Au moins, c'est radical. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je peux ranger ça. Sur cette sélection, du coup, mes deux préférés, c'était ceux des filles, et ceux que j'ai moins aimés, le Fjord et 10 façons. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, vu les retours que j'ai faits. Et puisque vous êtes toujours UT, c'est moi qui tire les 4 suivants. Alors, nous avons... le numéro 19. Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel, d'accord. Encore un truc un peu cliché, un peu téléfilm, un peu romance cosy, j'imagine. Ensuite, nous avons le 3. Le 3, donc Là où réside l'hiver, encore de Laetitia Arnoux, donc encore un livre de Twinkle qui sera très beau et qui sera sûrement une jolie histoire, j'espère. En troisième, nous aurons le 11. Alors, 11. La grande mascarade de Guéril. Alors, c'est le seul livre d'Asher qui n'est pas écrit par les filles pour ces histoires de Noël. Et j'ai jamais lu de livre de Guéril, donc je vais voir ce que ça donnera. Et le quatrième, ce sera le 22. Alors, au secours, je suis dans un film de Noël de Julian Bastor. Au moins celui-là, on sait pourquoi on signe, je suis dans un film de Noël. Le contrat est signé. Et je vais aller lire tout ça du coup. Plus que 2 semaines 12 livres à lire en 2 semaines. Bon, j'avoue, là, ça commence à être tendax. Mais ça va aller. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour prioriser la lecture, ça va aller plus vite. Et avant que tu t'insurges, non, c'était pas possible de faire ça plus tôt, j'avais d'autres choses à gérer aussi. Et pour te faire plaisir, je vais enchaîner les 4 retours vite fait bien fait. Comme ça, je retourne lire aussi sec. Le premier, le 19. Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Apparemment, c'est une autrice de best-seller plutôt connue qui avait déjà fait un premier hit avec Pas si simple. Pas si simple, c'est le titre du livre, hein. Je sais même pas si je l'ai celui-là. 2 secondes. Je vais aller vérifier. Ah si, je l'ai. J'en ai même plusieurs de cette autrice, j'avais même pas fait gaffe. Bon alors, de quoi il parle celui-là? Alors, quand il rencontre un probable dans un aéroport, conduit un repas de famille encore plus improbable.
Un simple, conseil dans l'aéroport. L'avant-veille de Noël? Wait. J'ai fait une bourde, je crois. Ce livre-là, pas si simple. C'est celui qui se passe avant celui-là? Donc ça, c'était le tome 1. Et ça, c'était le tome 2. C'était une romance de Noël, je l'avais pas vu. Mais quelle andouille! Bon, en même temps, j'avais pas vérifié les résumés, moi j'avais juste lu les titres. Pas si simple, ça donne pas Noël. Comment bien rater son mariage à Noël? Oui, on sait que c'est Noël, mais pas si simple, ça dit pas que c'était de Noël. Ah, c'est frustrant, il y en a d'autres comme ça. Et celui-là, oui. Celui-là aussi. J'ai loupé plein de livres en fait. Respire un coup, c'est pas si grave. Mais si, c'est dramatique, j'ai dit que je lisais toutes mes romances de Noël. T'allais pas vérifier les livres un par un non plus. T'en as des centaines. Et au moins comme ça, bah, t'auras de quoi faire une nouvelle vidéo l'an prochain. Ah non, plus de challenge. C'est vrai, ça me laisse encore de la matière première pour d'autres vidéos. C'est vrai. Et puis bon, ça aurait été compliqué d'ajouter encore plus de livres maintenant, en vrai. Mais comme si t'étais pas déjà assez en retard. Plus de challenge après ça, hein. Fini. Mais laisse-la faire ce qu'elle veut. Et puis, c'est dans un an, on n'y est pas encore. Vas-y, chef, reprends tes retours tranquilles. Tout va bien, y a pas de drame. Bon, je suis un peu déroutée. Et je vais peut-être faire concis, du coup. Donc, je viens d'apprendre que Comment bien rater son mariage à Noël est la suite de Pas si simple. On suit l'histoire d'une Française, Scarlett, qui est tombée amoureuse d'un Anglais. Voilà. Et qui du coup a emménagé avec lui en Angleterre. Logique. Quoique tu me diras, c'est lui qui aurait pu emménager en France avec elle, mais bon, c'est elle qui est partie en Angleterre. Et elle va se marier dans quelques jours pour Noël. D'où le Comment rater son mariage à Noël, elle se marie à Noël. Yeah. Pour faire court, tout le monde dit à Scarlett qu'elle psychote et qu'elle est stressée à cause du mariage. Le cliché de la future mariée complètement paniquée et anxieuse et psychotique. Même s'il y a quand même beaucoup de galères, je dois l'admettre, l'organisateur de mariage qui meurt, la pandémie de grippe et de je sais pas quoi d'autre, elle a quand même pas eu de chance, hein. Pour moi, il n'y avait pas que du psychotage là-dedans. Je pense que quand t'as plus de dieux, plus de traiteurs, plus d'organisateurs, t'as le droit de paniquer un peu. Mais au final, bah ils avaient raison. Non mais... Moi je suis désolée, je suis d'accord avec elle, t'avais raison de paniquer, hein. Bref. Ils avaient raison, fin de l'histoire. Voilà. C'est une future mariée qui psychote parce qu'à son mariage, il n'y a rien qui va bien et qu'elle doit s'assurer que tout fonctionne bien parce que personne ne veut l'aider. Je crois que j'ai bien résumé. Bon, c'était assez sympa. Très anglais. Pas l'écriture, mais bah, ça se passe en Angleterre, beaucoup de clichés anglais, d'ambiance anglaise, de trucs comme ça. Certains personnages sont parfaitement exécrables et je ne les aime pas, même encore maintenant. Et ils ne deviennent pas subitement gentils par la magie de Noël, ça c'est cool. Je trouve que ça arrive bien trop souvent. Quand on est exécrable, c'est pas un peu d'ambiance de Noël qui répare ça. On est exécrable. Enfin, du coup, bah, on se laisse prendre dans l'ambiance, et on est stressé aussi avec Scarlett, hein. On est embarqué dans son stress, ça c'est clair. Pas de coquille notable ou d'incohérence, c'est un bon point, hein, parce que franchement, je commence à me poser des questions. Un truc qui m'a fait tiquer par contre, la sœur de Scarlett, Melly, une sexologue un peu spirituelle, un peu loi d'attraction, un peu tout ça. Et c'est pas péjoratif, moi aussi j'ai tendance à être un peu spirituelle, des choses comme ça, mais là, elle est fatigante. L'énergie de l'univers, tout ça, ça va bien 2 secondes. Mais page 176, elle dit que nous sommes tous maîtres des pensées qui nous traversent et qu'il n'est pas logique de sélectionner des mauvaises pensées quand il y en a des bonnes. Pardon ? J'ai trouvé ça hilarant, sachant que mes pensées à moi, c'est une voix à voix haute, hein, c'est pas... Apparemment, il y a des gens qui n'ont pas de voix dans leur tête quand ils pensent, quand ils lisent. Moi, j'ai une voix qui ne s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Je lis, ça fait une voix, ça fait du bruit tout le temps. Que je lise, que je pense à un truc, que je vois quelque chose, je fais « Oh tiens, oui, faudrait que je fasse... » Mais c'est une voix audible dans ma tête, c'est pas une voix silencieuse. Et je n'ai aucun contrôle dessus. Donc le fait de choisir les pensées positives, de pas s'apesantir sur les pensées négatives et tout, ça m'a fait bien rire, mais très très jaune en vrai. Bref, suivant avant que je m'agace. Numéro 3, Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. Donc comme d'hab, un livre magnifique avec une couverture magnifique et tout et tout. Pas de Jaspage cette fois, je crois que c'était un des premiers qui sont sortis. Vous voyez le film des 5 légendes? Ouais, celui avec le lapin de Pâques là. Bah, cette histoire, c'est un peu la même chose en vrai. On y retrouve 2 personnages principaux. Eda, une jeune fille solitaire qui adore l'hiver. Et le fameux Jack Frost.
Il s'agit d'un conte écologique, c'est l'autrice qui l'appelle comme ça, c'est pas moi, visant à sensibiliser à la cause de l'écologie du coup, tout en racontant une histoire pleine de magie. À cette fin, nous y côtoyons une ribambelle de personnages magiques, et chacun représentant un mois de l'année. Donc nous avons le janvier, le petit renard, février, c'était quoi? C'était un hibou, je crois. Décembre, l'hermine, etc., etc. Octobre, le renard roux, bon. Ainsi que la classique odieuse belle-mère. Que serait un conte sans une odieuse belle-mère? Franchement, hein. Cette histoire respecte plus les codes du conte que de la romance de Noël. Et j'avoue qu'après lecture, pour moi, c'était pas vraiment une romance de Noël. Mais on a quand même une romance dedans et ça se passe à Noël, donc je sais pas trop. Pour ce qui est de mon avis, c'est un peu difficile, je trouve. J'ai pas l'impression d'avoir détesté, mais j'arrivais pas non plus à rentrer dans l'histoire, ça m'a pris un temps de dingue pour le finir. Ce qui, au passage, n'a pas du tout arrangé mon retard sur mes lectures et sur mon challenge. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis c'est... Vouloir sensibiliser à la cause écologique, c'est bien. Expliquer que si tout le monde mettait du sien, on pourrait sauver la planète. Alors oui, mais bon. Et quand on voit que certaines personnes polluent plus en une journée que ce qu'une personne lambda polluerait en un an, ça laisse un goût un peu amer, quoi. Mais la fin donna un peu plus de tension et de suspense, rapport à l'odieuse belle-mère du coup. Et c'était chouette ça. Et j'ai bien aimé la fin, et le côté un peu action, tout ça. Bon, on passe au suivant. Le numéro 11, La Grande Mascarade de Gary Hill. Avant de commencer, petit point sur l'autrice. Gary Hill écrit des romances lesbiennes depuis plus de 25 ans et elle est plutôt connue aux États-Unis quand même. Elle est traduite en France par plusieurs maisons d'édition, dont Homo Romance depuis tout récemment. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle, et le style m'a fait tout bizarre, j'avoue. On sent vraiment la différence entre un livre écrit en français de langue natale et un livre traduit. La structure de l'histoire était assez différente et c'est amusant à comparer en vrai, je trouve. Pour l'histoire, bon, on est sur du classique de téléfilm, quoique un peu tordu quand même. Comment je pourrais résumer ça? On a l'héroïne, Abby, jusque-là ça va. Ah oui, l'héroïne, et qui se fait harceler par sa mère, il n'y a pas d'autre mot, harceler c'est très bien, pour les fêtes de fin d'année. Fête qu'elle appréhende énormément depuis que son ex, Oli, pas la marque de boisson, s'est fiancé avec, tadadam, son frère. Le frère d'Abby, hein, pas le frère d'Oli, ça serait très bizarre. Mais ça n'a pas empêché Oli de recoucher avec Abby l'année dernière, alors qu'elle était déjà fiancée à son frère. Le frère d'Abby, je reprécise. Un sacré beau bordel en résumé. Et pour éviter de retomber dans ses filets, Abby a la brillantissime idée de faire semblant d'être en couple, ce qui apaisera sa mère par la même occasion. D'une pierre, deux coups. Romance de Noël oblige, la fausse idylle se transformera en vrai au fil des péripéties sous la neige. Le trope de la fausse relation, c'est assez classique dans le genre. Peut-être pas forcément que dans les romances de Noël, mais ouais, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Mais bon, c'est pas vraiment mon préféré non plus, tout ce qui est mensonge, tout ça, c'est pas mon kiff. Ici, ça allait parce qu'on n'était pas non plus constamment dans le mensonge, il y a eu la mise en scène au début, puis après ça allait un peu mieux. Et en plus, il n'y a pas eu de gros scandales de révélation à la fin, en mode c'est la fin du monde, le mensonge a été révélé, tout c'est cool. Donc en vrai, ça va. Les psychodrames comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère. À noter aussi que les personnages étaient quand même plus profonds que dans un téléfilm et avaient plus de substance. Et du coup, je dirais validé, histoire pas si mal finalement. À part une petite coquille à un moment, mais vraiment toute petite. La mère d'Abby a appelé sa fausse petite amie Nick, alors qu'elle pense qu'elle s'appelle Nicole, ça fait justement toute une scène comique à propos du prénom. Parce que justement, elle est censée jamais utiliser les diminutifs, sauf que Nick s'appelle vraiment Nick et que c'était pas le diminutif de Nicole. Mais du coup, là, elle l'a appelé Nick, alors que normalement, elle ne veut l'appeler que Nicole parce qu'elle aime pas les diminutifs. Bon, c'était une inattention quoi. Ça arrive, c'était pas si grave. On passe au dernier. Numéro 22. Au secours! Je suis dans un film de Noël de Julianne Bastard. Bon déjà, je suis désolée pour l'autrice, ça doit pas être un nom de famille très facile à porter, je pense. Je lui envoie toutes mes bonnes ondes. Ensuite, concernant le livre, l'histoire est complètement lunaire. Tout est dit dans le titre. Je suis dans un film de Noël. On a Zoé qui se retrouve littéralement transportée dans le téléfilm de Noël qu'elle était en train de regarder à la télé. Et pour le coup, niveau code du genre respecté, on coche absolument toutes les cases. C'est assez marrant la façon d'excuser les clichés en mode oh mais c'est les scénaristes qui ont fait ça comme ça, mais pourquoi ils font toujours ça à Hollywood. J'ai bien rigolé en vrai.
J'ai mis assez long à le lire, mais c'était ma semaine de vacances en même temps, et j'avais paradoxalement pas vraiment le temps de lire en fait. Mais je serais vraiment pas contre d'en lire d'autres comme celui-là, parce que c'était n'importe quoi. Et du coup, mes deux préférés pour solo, ce sont les deux derniers, donc celui-là et La Grande Mascarade. Et j'ai hâte de savoir quels seront les prochains. Et je vais les tirer tout de suite, une fois que j'aurai rangé celui-là. Alors. Le numéro 10. Switchmas, le dernier souhait de Shirin et Lou Jazz. Encore un livre des filles. Alors. En 2, nous aurons le numéro 2. C'est bien. Donc numéro 2, Story from Snowdonia de Jeremy Angelo. Ok, c'est le premier de Twinkle qui n'est pas Laetitia Arnoux, tiens. En 3, nous aurons le numéro 1, le tout premier de la liste. Du coup, ce sera les deux petits albums du Shiba. Ceux-là, par contre, ils ont été écrits par Laetitia Arnoux. Et le quatrième, ce sera... Bah, pas le quatrième, ce sera le numéro 5. Et donc le numéro 5, c'est la bibliothèque de Noël. Et bah je vais lire tout ça. Une semaine, 8 livres en une semaine. Tu veux vraiment me faire perdre la tête à mes cheveux ou quoi? Oh, ça va, hein. J'ai déjà largement lu un livre par jour pendant quelques jours. En plus, je t'ai dit que j'ai organisé mon emploi du temps pour lire. Je te savais pas ces boules de nerfs en fait. C'est fatigant, tu sais. J'avoue, même moi ça commence à m'agacer. Et la gardienne a lâché l'affaire, elle est partie rejoindre l'aventurière. En plus, tu devrais être contente, ça faisait des années qu'on n'avait pas lu autant sur une période si courte. Alors arrête un peu de te plaindre, tu veux? Mais si c'est pour paniquer, fais-le en silence. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien, c'est juste que ça fait tellement plaisir pour une fois d'être soutenue. J'en suis toute émotionnée. Non mais les romances vous ont flagada le cerveau ou quoi? Vivement que ça finisse. Allez, fais tes retours qu'on enchaîne rapidement. Bon, je me lance. Numéro 10, Switchmas, encore un livre des filles. Enfin, je dis ça, mais un quart des livres de la liste ont été écrits par elle aussi, il faut dire. Donc, forcément. Bref. Nous avons nos héroïnes principales, Sue et Kaiden. Et en résumé, c'est une histoire à la Freaky Friday. Elles échangent de corps à la suite d'un vœu de Kaiden, et elles doivent s'organiser pour que personne ne découvre le poteau rose. Bon, comme dans tous les livres du genre, c'est un peu compliqué de s'y retrouver avec qui dit quoi. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est beaucoup plus simple quand on a un support visuel et que ce sont les actrices qui jouent la personnalité de l'autre personne. On s'y retrouve plus facilement, forcément. Dans un livre, on peut pas faire ça. Et l'exercice n'est pas facile, je le reconnais bien volontiers. Globalement, j'ai trouvé l'histoire et le développement amoureux un peu rapide quand même. Comme dans la plupart de leurs livres, mais au moins il n'y avait pas d'incohérence ou de coquilles. Par contre, l'histoire était assez sympa. J'ai bien aimé. Il y avait une bonne ambiance. Et justement, c'était drôle de les voir galérer à se retrouver dans des situations, à gérer des situations pour l'autre, à ne pas se faire griller, interagir avec les autres personnages qui pensent que c'est l'autre personne. C'était assez marrant. Du coup, j'ai plutôt bien kiffé, j'avoue. J'aime bien. Suivant! Le numéro 2, Story from Snowdonia, de Jeremy Angelo, est beaucoup moins kiffant pour le coup. Petit aparté avant de commencer, je sais pas pourquoi, je pensais que sur la couverture c'était aussi un Shiba Inu comme pour les autres, mais en fait non, c'était un corgi. Quelle andouille, oui je sais. Ah et aussi, la texture du livre est pas la même que pour les autres, elle est plus mate, beaucoup moins lisse, et j'ai pas aimé du tout. On voit que là j'ai un peu de mal à le toucher aussi, je vais le poser d'ailleurs, parce que ça me dérange en fait. Ah. Story from Snowdonia n'est pas une seule, mais deux histoires. Elles sont plus ou moins mêlées, qu'elles se passent au même endroit toutes les deux, à Snowdonia du coup, au Pays de Galles. Et on y retrouve les mêmes personnages qui sont principaux dans l'un, secondaires dans l'autre, et on inverse, bref. Bien que l'héroïne principale soit quand même différente pour les deux histoires, on n'a pas la même héroïne principale. Du coup, comme je le disais, ça se déroule au Pays de Galles, fin 19e, début du 20e siècle, donc en 1899 et 1900. Et par rapport aux autres livres de Twinkle, du coup, j'ai trouvé que les histoires étaient assez courtes, on avait beaucoup d'ellipses pour faire passer l'intrigue, et du coup, j'ai trouvé ça assez rapide. En plus, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, le style était lourd, mais lourd,
il y avait des notes en bas de page, pratiquement toutes les pages. Ah, il suffit que je regarde, là on va aller sur les premières pages. Première page, lire aux astres rêvasser. Page 3, gobe-mouche, personne crédule et tête en l'air. Bon, peut-être pas toutes les pages, mais... Ici, on en a 2 de la suite. Je me serais cardinalisé, mes joues se seraient empourprées. Des bouteilles à l'encre, des tracas, des problèmes difficiles à résoudre. En train d'affûter leur meule, en train de manger. Avaleurs de cailloux, des gloutons. Et c'est comme ça tout du long. Et du coup, je trouve que ça casse la lecture de devoir à chaque fois aller voir en bas de page, remonter à la page. Quand il y a une note de temps en temps, ça me dérange pas. Non, je vais le reposer. Ah. Du coup, je disais, quand il y a une note en bas de page, de temps en temps, ça me dérange pas, mais là, il y en avait beaucoup trop. Et je sais que c'était pour coller au style de langage de l'époque, parce qu'évidemment que le français, ça évolue et qu'on ne parle pas de la même manière maintenant qu'à l'époque. Mais quand même. Et avant de me faire clouer au pilori comme quoi je râle tout le temps, oui, pour une fois, on n'était pas avec un vocabulaire simpliste et des phrases simplistes. Mais je trouve qu'il y a une différence entre se contenter d'une phrase sujet, verbe, complément avec un vocabulaire simple et écrire un texte entier à la façon d'une autre époque. Bref, c'était pas mon préféré, même si j'ai quand même trouvé sympa de découvrir des traditions de Noël du Pays de Galles. Au suivant, les tout premiers de la liste, les Shiba des saisons. Bon, ok, j'avoue, on n'était pas du tout dans une romance de Noël. D'ailleurs, par rapport à l'autre, effectivement, c'était des romances, mais j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, justement, à cause des ellipses. Du coup, j'ai pas accroché. Revenons-en à cela. Ce sont des petits albums illustrés et écrits par Laetitia Arnoux. Et ça parlait de Noël, donc je sais, c'est pas de la romance, mais ça parlait de Noël. Et même s'ils sont très courts, ce qui au moins m'a permis de souffler un petit peu dans ce challenge lecture un peu intense. Et j'avais jamais pris le temps de les lire jusqu'à présent, en fait. Alors qu'en plus, c'était trop mignon. Non mais regardez-moi ça. On y suit les aventures du petit Orion sous la neige. J'ai 3 autres albums pour les 3 autres saisons, donc printemps, été, automne. Mais ils étaient pas dans le thème, donc je les ai pas lus. Ce qui fait que du coup, je ne les ai toujours pas lus du tout. C'était assez facile à lire et en même temps, c'était très poétique. En rentrant de ma grande promenade dans les bois de l'hiver joli, une tâche de la plus haute importance m'attend. Il est temps de poser mon empreinte sur ma lettre au Père Noël. Rêvez-vous de joujoux, de friandises? Moi oui, et je fais aussi le vœu de moments doux, de câlins à n'en plus finir, de promenades au grand air, de paix, de cocons douillés et de petits bonheurs familiers. C'est beau, c'est poétique. Et on a aussi beaucoup d'infos sur les oiseaux aussi. Je me demande si c'est pas un autre centre d'intérêt de l'autrice. Là on peut voir donc le pinson du Nord, la mésange boréale. Ah, pinson du Nord, mésange boréale. Je vais pas m'éterniser sur celui-là, les illustrations sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Juste pour les illustrations, je suis gaga de ces livres. Mais je ne vais pas m'éterniser. Les images sont magnifiques, le texte est poétique bien qu'en prose, et c'était trop mignon. J'ai adoré. Suivant. Le numéro 5, la bibliothèque de Noël. Au moins celui-là, la couverture ne me donne pas des frissons. Alors, ce livre est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un recueil de contes de Noël. Ce n'est pas une seule histoire écrite par un seul auteur, mais 7 écrits par 7 auteurs différents. J'ai plutôt bien aimé, il n'y avait pas une seule histoire qui se ressemblait avec une autre, ça c'est clair. Et c'était assez impressionnant de voir à quel point ça pouvait être différent. On a des belles illustrations dedans. Alors, elles sont là. Tadadam! J'aime bien avoir des illustrations comme ça dans les livres, autour des débuts de chapitres et tout, et ils ont fait ça dans tous les livres de Twinkle, et en vrai j'aime bien. Certaines de ces nouvelles avaient un côté fantastique, et je dis bien fantastique et pas fantasy, et du coup on n'avait pas forcément de world building, d'explication de la magie, de mais c'est quoi un murmureur, c'est quoi un machin, c'est quoi un... Mais c'était pas gênant en fait. C'était décrit avec tellement de naturel que ça passait bien en fait. Par contre je me suis fait une réflexion au fil de mes lectures. Pas forcément que ce livre, mais tous les autres que j'ai déjà lus jusqu'à présent. J'ai de la peine pour les sapins quand même. Ils sont là, ils pourraient vivre des années, faire leur petite vie tranquille dans la forêt, et nous on vient les découper, pour les mettre quelques semaines dans notre maison, pour décorer, et après on les jette. C'est terrible en fait, c'est de la torture. Torture de sapin. Pourquoi on pourrait planter un sapin devant chez soi et le décorer dehors et le laisser planter? Mais non, faut le couper, l'arracher à sa vie, pour le mettre dans la maison. Je vote non pour la torture des sapins. On arrête. Ça a beau être joli, sentir bon et tout, on ne torture pas les sapins. Et oui, j'ai un sapin synthétique chez moi, je ne m'en cache pas. Bref, le conte que j'ai préféré, c'était La Maison du Murmureur, justement par rapport au côté fantastique, un peu inexpliqué, tout ça. Et j'en ai fini avec La Fournée du Jour. Mes préférés, ce sont Switchmus et Les Aventures du Petit Shiba. C'est l'heure de piocher, mais faut que je range ça d'abord. Alors, notre premier de la fournée suivante sera le 12.
nos dernières traditions des filles. Ouh, ça va être très nostalgique, celui-là c'est un des premiers que j'ai lu de mon romance et le premier que j'ai lu des filles, il me semble. Donc nos dernières traditions des filles. En deuxième, ce sera le 17. Le 17, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17. Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Aucune idée de qui c'est, je verrai bien. Ensuite, ce sera le 23. Le 23, Les Lumières du Nord de Nora Roberts. C'est une autrice assez connue pour ses romances, donc ça devrait être assez sympa. Et en dernier, le 6. Le 6. Un Noël à Black Hill Castle de Laetitia Arnoux. Et bah c'est parti, on se retrouve à la fin de ces 4 livres. 4 livres, il n'y a plus que 3 jours pour finir. Bon, au moins elle me cassera plus les pieds comme ça. Même si j'avoue que ça commence à faire short. Oui, je sais, pragmatique, je sais. Je n'ai pas besoin de tes commentaires. Je préférais quand tu me soutenais, je dirais même. C'est un peu le rush, alors laisse-moi faire mes avis. Numéro 12, nos dernières traditions des filles. Sorti en 2016, ça fait déjà presque 10 ans, punaise. C'est un des premiers livres que les filles ont écrit. Ou enfin, en tout cas qui a été publié chez Homo Romance. Le premier que j'ai lu d'elle, le deuxième que j'ai lu d'Homo Romance. Et du coup, c'était un des premiers de la maison d'édition aussi. On peut voir que le logo est différent de maintenant. Regardez avec un de maintenant. Alors, lequel est sorti récemment? Celui-là. On peut voir les différences de logo, donc avant, maintenant. La mise en page est pas pareil. Bon, on dirait c'est des livres, mais la mise en page et l'écriture sont pas pareilles. Ça se voit pas très bien, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai remarqué. Quand je dis l'écriture, je parlais de la police d'écriture, évidemment. Tout était très différent. En plus, on peut voir que le style des filles était encore en développement. Et ça me rend nostalgique, tout ça. Pour info, après cette lecture, c'est officiellement le livre d'Asher que j'ai lu le plus souvent, avec 4 lectures. Et le deuxième, c'est un haul inattendu que j'ai déjà présenté un peu plus tôt dans la vidéo, avec 3 lectures. Ensuite, dans cette histoire, la fille du Père Noël et la fille du Père Fouettard, qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Alors qu'évidemment, c'est interdit parce qu'elles sont dans des camps opposés. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Très Roméo et Juliette vibe, du coup. C'est plein de magie, j'adore. Les héroïnes ont du répondant, c'est super cool. Comme je le disais, le style était encore en développement en plus. J'avais déjà fait une vidéo sur ce livre, il me semble, où il était le sujet central de la vidéo, du coup. Je me souviens plus si j'ai fait une vidéo ou pas, mais il me semble que oui. Et j'expliquais notamment, du coup oui, si je me souviens que je l'ai expliqué, c'est que j'ai déjà fait une vidéo. Même encore maintenant, ça me fait bugger d'ailleurs. Dans une scène, en fait, elles sont au restaurant avec les parents de la fille du Père Noël, donc Père Noël et Mère Noël. Ils s'installent à table, et le passage du serveur, que ce soit pour prendre les commandes ou apporter les plats, n'est pas mentionné. Donc, quelques lignes plus tard, quand la Mère Noël nous sort non mais attends, laisse-les au moins finir leur plat principal », je fais « mais quel plat principal ils viennent de s'installer à table ?» Du coup, j'ai un peu bugué, je bug toujours sur cette scène. Ça me fait rire maintenant. Bah forcément, je bug, moi. Mais avec le temps, maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose quand j'y repense. C'est un peu, la nostalgie, quoi. Le dénouement final est super cliché, mais en même temps, je trouve un de ces Svartpaillet, le Père Fouettard, absolument trop badass. Ah bon? C'est ce petit truc insignifiant qui bloque? Bah voilà, y a plus. Vous allez faire quoi maintenant? C'était hilarant. Je ne suis absolument pas objective avec ce livre, mais c'est pas grave. On va pouvoir passer au suivant. Numéro 17, Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Alors, je ne connais absolument pas cette madame, absolument pas du tout. Je sais que fin 2021, avec mes premiers salaires du centre d'appel, je me sentais plus, et dès que j'avais une suggestion pour un livre de Noël de la part d'Amazon, je l'ajoutais à ma liste. J'en avais acheté plusieurs d'occasion d'un coup. On peut voir qu'il y a l'étiquette encore là, visiblement Momox vend aussi sur Amazon. Dont d'ailleurs le pas si simple que j'ai pas lu et certains que j'ai déjà présentés auparavant. Et après les avoir achetés, en fait, je ne les ai jamais lus, donc au moins, avec cette vidéo, ils sont lus. Bah bravo! Mais c'est pas grave, maintenant, il est lu. Et je ne le regrette pas du tout. On suit l'histoire de 3 sœurs, les sœurs McBride du coup, qui se retrouvent chez leur mère en Écosse pour Noël, dont 2 qui arrivent avant la date prévue et la 3e qui vit sur place, de base. Chacune a une histoire complètement différente malgré leur passé commun.
mais alors vraiment, vraiment complètement différents, et un caractère diamétralement opposé. Chacune a une histoire complètement différente malgré un passé commun, et j'ai trouvé passionnant de les découvrir. On a un événement traumatisant dans leur enfance qu'on découvre petit à petit, même si on en comprend le global assez rapidement. Un accident de neige du coup, vu que ça se passe à Noël. La caractérisation de chacun des personnages était magnifique, il n'y en avait pas un seul qui semblait creux ou qui servait à rien, même les personnages secondaires n'étaient pas là juste pour faire avancer l'histoire et semblaient avoir une volonté propre. On était par contre plus dans du tranche de vie que du feel good et de la romance, ça c'est vrai, c'était pas vraiment 100% de la romance, plus du tranche de vie du coup oui. Mais par contre c'était génial à lire quand même. Et surtout, pourquoi lui et pas un autre, je ne sais pas, mais il m'a redonné envie d'écrire. Donc, sitôt ce challenge terminé, je retourne à mon clavier. Bref, j'ai adoré ce livre. Au suivant! Le numéro 23, Les Lumières du Nord de Nora Roberts. Alors, je vais le faire avant que vous vous énerviez. Je suis une andouille, je sais. C'était pas une romance de Noël, mais un roman policier. Comment j'aurais pu savoir, moi? Nora Roberts est connue pour ses romances. J'en ai déjà lu quelques-unes. Et ce livre s'appelait Les Lumières du Nord, donc ça laissait penser le pôle Nord ou un pays du Nord, genre l'Alaska. Du coup, ça se passe en Alaska, oui, mais enfin, l'Alaska, la Finlande ou peu importe. Et la couverture ne laissait pas du tout penser que c'était un roman policier, quoi. Pour moi, ça sonnait Noël. Et en plus, comme j'ai expliqué l'autre jour, j'ai pas lu les résumés, j'ai lu juste les titres. Et si j'avais lu le résumé, effectivement, policier à Baltimore, Nate Burke a assisté impuissant à la mort de son coéquipier. Enquête sous les aurores boréales. C'était le sous-titre. Enquête sous les aurores boréales. En vrai, j'aurais pu le voir, mais... Bon. Du coup, j'ai lu un roman policier de mon challenge de romance. Oui, je suis une andouille. Pas la peine d'en rajouter. Bref, du coup, Nate, policier de son état, se retrouve muté à sa demande en Alaska. Il prend ses marques en tant que chef de la police, et doit se remettre en même temps d'un traumatisme psychologique, du coup, la mort de son coéquipier. Voilà. Côté enquête, j'avoue, j'ai pas spécialement vu venir le tueur, les indices étaient très ténus. Mais en vrai, ça m'a permis de souffler un peu de toutes ces romances, donc c'est pas grave, tant pis, j'ai bien aimé. C'était pas gore en plus, parce que moi j'aime pas les policiers, parce qu'en général c'est gore. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas une romance, donc voilà, le dernier du jour, maintenant, on change, on enchaîne. Numéro 6, Noël à Bleakhill Castle. Noël à Bleakhill Castle, on précise, de Laetitia Arnoux. Le dernier Twinkle de la sélection, enfin, c'était le dernier gros livre du coup. Et encore un livre qui se passe au 19e siècle, et je me rends compte que l'époque victorienne, surtout en Angleterre, c'est pas spécialement ma préférée en fait. Et je dirais même que la romance historique en général, c'est moins mon truc que le feel good. Nous avons Alva, une jeune femme déterminée à aider son peuple comme son père le fait déjà, qui se fait passer pour un homme, et ce afin de rencontrer Lord Fallow, un jeune homme nouvellement nommé suite au décès de son père, afin de le manipuler et de l'inciter à participer à l'association financièrement parlant. Le poteau rose est bien vite découvert, mais cela n'empêche pas Lord Fallow de l'inviter, elle et son père, ainsi que son meilleur ami, le meilleur ami de Lord Fallow, et la mère de son meilleur ami, à passer Noël dans son château, le fameux Bleakhill Castle. Ça m'a beaucoup fait penser à Shakespeare, et à la façon dont le travestissement féminin est régulièrement représenté dans ces pièces. Puis il y a eu plusieurs pièces comme ça où justement en fait la femme se faisait passer pour un homme, soit pour se protéger, soit pour cacher un secret, pour plein de choses en fait, et c'était assez récurrent. L'histoire était pas mauvaise en vrai, mais bon, je l'ai trouvée un peu longue. Et le fait que ce soit déjà le 20e livre de la sélection, et qu'en plus ce soit, comme je le disais un peu plus tôt, une romance historique, ça n'a pas vraiment aidé, pas beaucoup, non. Mais je l'ai quand même préféré à Snowdonia. On va pas se mentir, il était mieux que Snowdonia. En tout cas pour moi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure de piocher les 4 derniers. En premier, nous aurons le 21. Donc 24, 23, 22, 21. Pomme d'amour au marché de Noël de Heidi Swan. Ensuite, nous aurons le numéro 9. Le numéro 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un Noël chez les Gostello des filles. Du coup, le dernier de la sélection des filles. Forcément, quand on arrive à la fin, il faut bien un dernier. L'avant-dernier de notre challenge sera le 18. Le 18, c'est donc un Noël chaleureux de Marianne Michael.
Et le dernier livre que nous lirons pour ce challenge sera le numéro 16. Et le 16, c'est Comment j'ai sauvé Noël et ruiné ma réputation de Sam DeLuca. Allez, 3 jours pour 4 livres, ça le fait? On y va? Ça y est, on a officiellement raté le challenge. Les 61 jours sont passés et tu m'as mis en stress pour rien. Et j'ai dit que je lirais les livres en 61 jours. Pas que je ferais le dernier bilan dans ce créneau. Et j'ai fini en avance en plus. T'as aucune raison de te plaindre. 16 minutes avant la fin du dernier jour, j'appelle pas ça être en avance. Et d'un point de vue strict, si je finis quelque chose avant la date butoir, c'est que je suis en avance. Pour une fois, je suis d'accord avec la normale, même si c'est mon côté premier degré qui parle. Alors ça y est, on me fait vivre un cauchemar de stress pendant 2 mois et maintenant tout le monde m'abandonne? Mais non, voyons, on t'abandonne pas. Ça t'a pas fait plaisir de lire tous ces livres de Noël? Si, mais j'aurais préféré ne pas être pressée par le temps pour mieux en profiter, non? Je comprends. La prochaine fois, promis, je n'en prendrai pas tant. Parce que tu planifies déjà de recommencer? Mais avec moins de livres. Promis. Allez, va te reposer. Je fais le retour sur les derniers livres maintenant. D'accord. Bon, maintenant qu'elle est partie, j'avoue que c'était quand même short. Il me restait que 3 jours pour les 4 derniers livres, ça faisait pas beaucoup. Et autant dire que je n'ai fait que ça de lire. Comme toute la semaine précédente, vous me direz. Bon, allez. Numéro 21, Pomme d'amour au marché de Noël de Heidi Swan. En le commençant, je me suis rendu compte que je l'avais lu aussi, déjà lu en 2023 après mon burn-out. Comme du coup, lequel j'avais lu à l'époque, je me souviens plus. J'ai déjà oublié. Aïe. Mais j'avais oublié la plupart de l'histoire, donc c'était comme si je le lisais pour la première fois. Ça aussi, j'ai oublié. J'ai oublié beaucoup de choses en vrai. Notre personnage principal, Ruby, abandonne ses études au début de son master. Après 3 ans de licence, je peux comprendre, surtout si on n'a pas la flamme. Elle retourne chez ses parents pour les fêtes, compte partir pour une destination exotique en début d'année, et va tenir un stand sur le marché de Noël pour se faire un peu d'argent de poche et se payer son billet au passage. Il s'agit du stand d'un café tenu par des amis à elle, le café des cerisiers, et elle va y vendre des pâtisseries et des décorations de Noël, notamment décorations fait maison. Sinon, quel intérêt. Mais la surprise, c'est que son père est absolument contre cette idée, alors qu'elle pensait que ça lui ferait plaisir qu'elle se trouve un travail et qu'elle veuille montrer son indépendance et qu'elle n'est pas là pour larver sur le canapé. Mais non, ça lui plaît pas. En plus, il agit bizarrement depuis plusieurs semaines. Lui qui aime beaucoup la ville, il est en retrait, il s'implique plus, il est bizarre. Mais envers et contre tout, Ruby compte bien tenir son stand et aussi raviver la magie de Noël dans cette ville avec diverses activités de Noël. Donc, concours de pâtisserie, etc. Après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres livres dans le même univers, le fameux Café des Cerisiers et La Ferme aux Alouettes. Je suis un peu triste de pas les avoir, mais bon, au moins c'était pas trop gênant pour la compréhension de ce livre-là, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé les lire. Qu'à cela ne tienne, j'ai bien l'intention de les trouver plus tard et de les lire un jour. Ici, on était sur du pur feel good, donc c'était beaucoup plus ma cam. J'ai beaucoup aimé ce livre. Suivant, le numéro 9, Un Noël chez les Gostello des filles, le dernier dans tous les sens du terme, puisque non seulement c'est le dernier de la sélection, mais aussi c'est le dernier tout court, puisqu'il est sorti à Noël dernier, sorti en 2024. Je suis extrêmement mitigée sur ce livre. Vraiment mitigée. C'est la suite de Mariage arrangé à Tuncastle, un livre, une histoire sur l'univers de la mafia italienne et, comme son titre l'indique, un mariage arrangé, qui n'est plus arrangé mais volontaire à la fin de l'histoire. Et ici on continue l'histoire des héroïnes de Mariage arrangé, donc Alison et Kristen. Je vais parler des trucs qui me dérangent avant de finir sur le positif. Et déjà, et si en général je pardonne les coquilles, ça m'a tellement brûlé les yeux et sorti de ma lecture que je ne peux pas faire l'impasse sur celle-là. C'est plus de la coquille à ce stade. Page 143, vous lui avez laissé penser. Vous lui avez haïté, pas vous lui avez. Non, je ne m'en remets pas là, ça passe pas. C'est une faute de grammaire. Comment 2 autrices, des bêta-lectrices et un comité de lecture ont pu laisser passer ça? Je peux pas. Ensuite, elles ont rendez-vous chez un expert, et elles doivent revoir cet expert quelques jours plus tard, le 19, eh bien, pour connaître le résultat de leur démarche, à l'aide notamment d'un examen. Arrive le 20 décembre, aucune info sur ce rendez-vous, rien du tout. On n'en parle pas. Et on apprend le résultat de cette démarche à la fin de la journée par un hasard complètement hasardeux. Et l'examen dans tout ça, on s'en fiche. Troisième point, j'ai
un peu de mal avec la chronologie par rapport au premier livre. Des fois c'est 3 ans, des fois c'est 4 ans. Sauf que j'ai relu Mariage arrangé avant le tournage, mais après mon challenge. Du coup, après les 61 jours, mais le temps que je tourne ce passage-là. Pour vérifier certains éléments. Et on devrait même être plus proche des 5 ans carrément, pas du tout 4 ans ou 3 ans en fait. Bref, quel embrouillassement. Dernier point, mais non des moindres, je dirais même que c'était le pire pour moi. Allison, donc la deuxième personnage principal, insiste pour fêter la Saint-Nicolas, comme dans sa, et je cite, sacro-sainte Italie. J'ai énormément bugué sur ce passage, mais j'ai arrêté de lire carrément. La Saint-Nicolas, c'est une fête qui se déroule le 6 décembre, où nous avons le fameux Saint-Nicolas qui vient apporter des cadeaux et autres petites choses aux enfants. Et il s'agit d'une célébration extrêmement locale. Elle se fête principalement dans les pays du Nord et de l'Est, et dans quelques endroits dans certains pays, comme la France, la Suisse et l'Italie. Mais, outre le fait que ni Allison ni Kristen n'ont grandi en Italie, et qu'aux dernières nouvelles, l'accro aux produits italiens c'était Kristen, pas Allison, et que leur seul voyage connu là-bas c'était en Toscane, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous voyez, j'ai grandi une majeure partie de mon enfance en Picardie. Plus de la moitié de mon enfance, et j'appelle ça une majeure partie, parce que j'ai beaucoup déménagé dans beaucoup d'endroits différents, mais la Picardie ça revenait souvent. En France, on fête principalement la Saint-Nicolas ici et ici, donc en Alsace-Lorraine et dans le Nord. En plus d'avoir grandi en Picardie, j'ai vécu plusieurs Noëls, dans le canton de Vaud en Suisse. Ma compagne Laurence a grandi dans le canton du Valais, et eux fêtaient la Saint-Nicolas. Le Valais c'est juste à côté du Vaud. On peut le voir là sur la carte, c'est juste à côté. Eux fêtaient la Saint-Nicolas, et moi, qui ai vécu dans 2 régions limitrophes de zones où on fêtait la Saint-Nicolas, je n'avais jamais entendu parler de cette fête avant 2021. Et comment j'en ai entendu parler? Je faisais du babysitting dans le Nord, et les enfants ont rapporté de l'école des petits Saint-Nicolas qu'ils avaient fabriqués, parce qu'on était le 6 décembre justement. Pourtant, j'étais dans des régions très voisines, mais je n'en avais jamais entendu parler. Vraiment, jamais. En Italie, c'est encore pire. Elle n'est fêtée que dans quelques villes, et j'ai bien dit ville par région, du nord-est de l'Italie, et dans une ville au sud-est de l'Italie, dans la partie du talon là. Et c'est tellement local comme célébration. Comment des femmes américaines, parce que oui, chaque fois je me fais avoir, mais Castle, ça se passe aux États-Unis et pas en Italie, même si on parle de la mafia italienne, comment ces 2 femmes américaines qui n'ont pas grandi en Italie et qui n'y sont pas ou très peu allées, peuvent avoir entendu parler de cette fête? Ça ne fait aucun sens! Et en plus, c'est présenté comme un événement inratable, un incontournable qu'il faut absolument célébrer. Et il a à peine mentionné une fois arrivée la date butoir. J'en ai beaucoup parlé avec Laurence parce que j'arrivais pas, je voyais pas la logique. Ça ne m'a même pas pris 5 minutes pour faire ses recherches pour voir où c'était fêté exactement. Et c'était très frustrant et ça m'a complètement sorti de ma lecture pour ce soir-là. Mais heureusement quand même, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Contrairement aux autres romances de Noël, certes ici on a les codes de respecter avec certaines scènes, le sapin de Noël et tout ça, mais en même temps c'était presque comme si ça passait au second plan en fait. C'était important mais en même temps au second plan. Et on avait tout le côté mafia qui ressortait beaucoup plus. C'était un angle de vue plutôt intéressant en fait, et du coup j'ai quand même bien aimé malgré toute cette frustration. Allez, l'avant-dernier, un Noël chaleureux, j'adore le jeu de mots, de Marianne Michael. Une belle petite romance feel-good avec Laura, journaliste dans le domaine de la musique, qui rencontre Alice par pur hasard. Le classique cliché du café renversé. Alice tient un cabinet vétérinaire qui fait aussi office de refuge pour chats, en partenariat avec le refuge un peu plus grand de ses parents, qui n'a pas que des chats du coup. Les parents d'Alice, bien sûr. J'ai trouvé l'histoire très mignonne, oui, très mignonne. Même si la scène avec le chat est un peu triste, je vous laisserai regarder, je ne veux pas spoiler, pas de spoil. Et je suis contente parce qu'à la fin, les personnages qui étaient imbuvables tout au long de l'histoire sont restés tout aussi imbuvables et ne sont pas devenus gentils tout d'un coup par la magie de Noël. Je sais que c'est la deuxième fois que j'en parle, mais bon, vraiment les méchants qui deviennent gentils juste parce que c'est Noël, ça m'insupporte. Donc là, au moins, ils sont restés insupportables et c'est très bien. Le livre est magnifique, c'est tout imprimé à l'intérieur. Regardez, il y a des petites notes de musique et tout, des petites décos, c'était trop joli. Et j'étais surprise aussi, je pensais que le livre serait court, mais en fait non, c'était imprimé assez petit et sans marge, du coup au final il était aussi long qu'à la chair. Et pour finir, le dernier des derniers livres du challenge, Comment j'ai sauvé Noël et ruiné ma réputation, de Sam DeLuca. L'histoire est très simple, on a notre héroïne, Lola, et c'est une menteuse chronique. Ça a commencé quand elle a raté son examen d'entrée à la police,
Bon, c'était à cause d'un problème de santé, c'était pas sa faute, mais quand même. Elle n'a pas pu l'avouer à ses parents, donc tout le monde pense que maintenant elle est commissaire de police à Paris. Les mensonges n'ont fait que s'accumuler, car en plus de ça, elle aime faire croire qu'elle a un train de vie élevé et trépidant. Elle ment sur son adresse, sur les vêtements qu'elle porte et sur un paquet d'autres choses. Et d'ailleurs, au passage, ça m'a choqué, c'est qu'elle fait un régime sans glucides. Et autant un régime sans sucre ajouté, je peux comprendre, mais sans glucides, comment tu fais? C'est le carburant de ton corps, t'en as besoin pour faire tourner tes muscles. T'es obligé d'en manger en fait. Bref. On est dans un classique des romances de Noël, du coup, la personne qui ment sur son identité pour, la cacher. Donc, classique, tout va lui exploser au visage à la fin de l'histoire. J'en ai déjà parlé avec La Grande Mascarade, mais j'aime pas les histoires basées sur le mensonge, et encore moins quand il y a tout un mélodrame à la fin en mode comment je vais faire, j'ai gâché ma vie, j'ai menti, tout le monde le sait, tout le monde me déteste, je n'aime pas ça. Mais ce détail mis à part, c'était pas trop mal. Et surtout, j'ai apprécié l'effort apporté sur l'écriture. Il n'y avait pas la moindre coquille, pas la moindre incohérence. Et pourtant, depuis le début du challenge, des coquilles et des incohérences, j'en ai vu passer. Même dans les grands best-sellers qui y sont traduits. Donc, chapeau à la madame, et aussi à son équipe de bêta-lectrices, qu'elle appelle d'ailleurs sa Dream Team dans ses remerciements, qui se sont couchés tard à ne pas pouvoir lâcher le livre, et aussi multiplier les allers-retours au Becherel. Surtout qu'en plus, c'est un livre auto-édité. Comme quoi, tout est possible avec un peu d'effort, et ça souligne aussi l'importance de la rélecture et des corrections. Même si personnellement, je l'avoue, je déteste ça. En vrai, qui aime cette étape dans l'écriture? Nous arrivons à la fin de ce challenge, c'est maintenant l'heure du bilan. Avant ça, 2 petits points. J'ai oublié de mentionner, mais j'ai trouvé ça très drôle, c'est que dans les vœux secrets des sœurs McBride, les sapins sont en pot. Ça, après, ils sont remis dehors. Et j'ai trouvé ça trop marrant par rapport justement au fait que je m'étais fait une réflexion sur les sapins et la torture des sapins et le fait qu'on les coupait. Non, là, ils sont en pot et ils sont entretenus. Et je trouvais ça trop marrant. Deuxième petit aparté, je sais que j'ai beaucoup critiqué les livres de Sherilyn Nash et de Lou Jazz, notamment sur ce fameux manque de relecture et de correction. Je tiens à souligner que, malgré ces défauts, je reste profondément admirative de leur travail et de leur capacité de production. Elles avaient un objectif et elles s'y sont tenues. Je serais incapable d'écrire autant tous les ans et de manière continue comme ça. Aujourd'hui, elles vivent de leur publication et j'en suis très heureuse pour elles. C'est impressionnant et elles méritent vraiment cette admiration. Vraiment, vraiment. Surtout que, malgré ces défauts de correction qui me frustrent assez souvent, je passe quand même un bon moment avec la plupart de leurs livres, quoi. Allez, c'est vraiment l'heure du bilan maintenant. Après ces 24 livres de Noël, voici ce que je retiens comme mes préférés dans chacune des catégories suivantes. Chez Twinkle Edition, mon préféré ça reste le premier que j'ai lu, 25 Faubourg des Étoiles, c'était complètement ma vibe. Chez Homo Romance Edition, sans surprise, c'était un Noël inattendu, les personnages sont beaucoup trop attachants et j'ai aucun mal à le relire. Chez les autres, du coup, donc les livres poches, tout ça, les livres d'occasion. Même s'il y en a plusieurs que j'ai appréciés, comme le Noël à la charmante librairie ou la pomme d'amour au marché de Noël, celui qui m'a le plus marqué, ça reste les vœux secrets des sœurs McBride, tout simplement parce qu'il m'a redonné envie d'écrire. Et je crois que j'ai achevé tout le monde. L'aventurière et la gardienne ne sont jamais revenues. La pragmatique et l'ingénue dorment juste là, à même le sol. Et je pense qu'elles sont bien fatiguées. C'était un challenge assez intéressant et vraiment très relevé et intense. À chaud, je dirais que je n'en ferai plus jamais d'aussi compliqué. Mais même me connaissant, dans quelques temps, au moins quelques mois j'espère, j'aurai oublié toute cette galère et je recommencerai. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne de cuisine le jeudi à 18h30 et sur Twitch tout au long de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, lisez bien, reposez-vous bien, passez de bonnes fêtes de Noël aussi, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!